Très bien. Et donc là, on accueille Mathis qui est en 5e année. Ouais, Ok. tout à Et fait. je te laisse te présenter un petit peu parce que tu es étudiant, mais tu as aussi différentes fonctions vis-à-vis des étudiants en ostéopathie en France. Peux-tu nous dire quel est ton rôle, ce que tu fais, et nous faire un petit point sur l'actualité, alors plutôt, on va dire, politique de l'ostéo en France? Ouais. Moi, je m'appelle Mathis Briet, je suis étudiant en dernière année donc à Nantes. Et actuellement, je suis vice-président en charge du tutorat national au sein de la FEDEO, la Fédération nationale des étudiants en ostéopathie. Le passé, j'ai pu m'occuper aussi du tutorat à Nantes, notamment, et puis être en relation avec différentes fédérations étudiantes, donc sur Nantes et la FEDEO pour les études en ostéopathie. Donc voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. Et pour ce qui est donc de l'actualité, ce qui a un peu chamboulé le monde ostéopathique, le paysage ostéopathique français ces derniers temps, c'était le renouvellement des agréments des écoles. Les agréments, c'est quelque chose qui est quand même plutôt récent au final. L'ostéopathie en France, elle est encadrée depuis 2002 et le système des agréments est passé en décret en 2014 avec une première vague d'agréments en 2015 qui a fait diminuer le nombre d'écoles de je ne sais plus trop combien à 31. 65, ouais, j'aurais dit dans les 70, ouais. Donc ça a quand même bien diminué à l'époque. Et donc pour les néophytes, c'était nécessaire. alors en fait, la volonté autour de ces agréments, dans les agréments, il y a tout un nombre de critères qui définissent la qualité de la formation, que ce soit au niveau de la qualification des enseignants, leur nombre, le nombre d'étudiants accueillis en fonction des locaux, le matériel qui est disponible, le Wi-Fi dans les, dans les écoles. Bref, en tout cas, il y a tout un tas de critères, hein, 60, 70, quelque chose comme ça. Et toutes les écoles, du coup, ne les respectaient pas, puisque l'encadrement était assez flou, on va dire, depuis 2002 et le début de l'encadrement de la profession et de la formation. Et donc, l'idée, c'était de diminuer aussi un petit peu le nombre d'écoles, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, et d'avoir quelque chose de plus cadré, de plus carré. Donc, il y a eu des premiers agréments en 2015, il y a des écoles qui ne les ont pas obtenus, il y en a qui ont réussi à les obtenir en deuxième instance en 2016. Et donc, le premier renouvellement se faisait en 2020. Il a été repoussé en 2021 avec la crise sanitaire. Et c'est donc le premier gros renouvellement. En 2015, il y a eu des choses qui sont passées qui étaient peut-être un peu justes, mais en même temps, il y a des écoles qui n'avaient pas forcément de clinique interne, et en avoir une qui tourne en 6 mois à peine parce que le décret est tombé ouais, à peine un an après la rentrée d'application, c'était quand même un peu compliqué. Donc les écoles avaient des comptes à rendre 5 ans après pour avoir, par exemple, une clinique qui tourne, des locaux adaptés par rapport au nombre d'étudiants, des profs qui sont qualifiés, etc. Et donc on arrive en 2021 et effectivement ces agréments doivent être renouvelés. Donc comment ça se passe? Il y a la Commission consultative nationale d'agrément, la CCNA, qui se réunit, qui est constituée de 16 personnes. Il y a 4 représentants des institutions, donc l'inspection générale des affaires de santé, la direction générale de l'offre de soins, un représentant de l'enseignement supérieur et un représentant des ARS pour la partie administrative. On est encadré par les mêmes décrets que les chiropracteurs pour leurs écoles. Donc il y a 2 chiropracteurs et 2 médecins qui sont affiliés à l'étude du dossier de l'unique école de chiropraxie en France, qui est en 2 sites, à Paris et à Toulouse. Et pour l'ostéopathie, il y a donc 4 représentants des ostéopathes exclusifs, 2 médecins ostéopathes et 2 kinésithérapeutes ostéopathes. Et donc cette commission s'est réunie au début de l'été 2021 là, pour statuer sur les dossiers des 31 écoles et de 2 nouvelles écoles qui avaient demandé une ouverture. Ce qui était déjà un petit peu tard parce que c'était pour statuer pour la rentrée 2021, donc à peine 2 mois plus tard. La commission, elle a rendu son avis courant juillet, le ministère l'a suivi, et donc fin juillet, bah voilà, ça tombe, il y a 9 écoles qui perdent leur agrément sur 31, donc ça représentait quand même entre 1500 et 2500 étudiants à peu près. C'est ça, puis vu que le timing est hyper serré pour ces étudiants, ça veut dire changer d'école ou essayer d'en trouver une Ouais. très vite, quoi. Ouais, c'est ça qui était compliqué, et même avant que la commission se tienne, il y avait quand même des voix qui s'élevaient par rapport à la temporalité de la tenue de cette commission. Et donc voilà, on se retrouve à peine un mois de la rentrée, il y a 2000 étudiants qui ont à peu près rien pour la rentrée, puisque les écoles sont censées fermer, alors c'est pas aussi simple que ça, je vais y revenir après.
Mais voilà, donc ces étudiants-là, ils sont un peu dans le flou. Il y a pas mal d'instances qui leur disent d'aller dans les écoles qui sont agréées, puisque pendant ce temps-là, il y a des écoles qui ont obtenu des augmentations de places pour pouvoir tamponner un petit peu. Et les écoles, elles vont essayer de rouvrir de toute façon en faisant des recours au niveau des tribunaux. Donc voilà, courant juillet, c'est un petit peu le flou, c'est un peu la panique pour les étudiants. On est à peine un mois de la rentrée. Et donc la rentrée arrive. Nous, au niveau de la FEDEO, par exemple, on a pu obtenir l'ouverture de la plateforme Parcoursup pour les étudiants qui pouvaient tenter de se réorienter dans l'enseignement supérieur. Mais ça n'allait pas convenir à tout le monde. Et donc ces étudiants-là, ceux qui étaient en cours de cursus, de toute façon, ils n'avaient aucune passerelle, donc ils se retrouvaient avec rien. S'ils reprenaient des études, c'était potentiellement en licence 1. Et ceux qui devaient obtenir leur diplôme, par exemple en septembre, avec des rattrapages par exemple, bah, c'était fini, il fallait qu'ils le récupèrent avant septembre. Donc niveau temporalité, c'était un peu compliqué, et mois de septembre, on était plutôt dans le flou, puisque les écoles, elles ont fait des recours en référé suspension. Donc c'est une demande faite au tribunal qui demandait à mettre en pause, entre guillemets, la suspension de l'agrément. Donc l'école n'est pas réagréée pendant un temps. Donc elle est un peu dans un entre-deux, et elle demande au ministère de réévaluer son dossier. Et pendant que le ministère n'a pas réévalué le dossier, l'école peut rester ouverte, donc c'est temporaire. Il y a des écoles qui l'ont obtenu. Il y a des écoles là qui sont vraiment sur le fil, quoi. Ouais. Alors, c'est plus compliqué que ça, forcément. Parce que là, on n'est qu'en septembre pour l'instant. Mais donc voilà, en septembre, il y a des écoles qui ont obtenu ces recours-là et donc qui ont eu leurs dossiers qui sont retournés au ministère et qui devaient être tranchés. Et il y a des écoles qui ne l'ont pas obtenu, qui étaient censées donc fermer, qui n'avaient plus le droit de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie, ni de délivrer le diplôme. Et sauf que donc il y a des écoles qui, elles, sont restées ouvertes. Sans savoir ça. Avec ou sans référé, ça dépend. D'accord. Donc évidemment, il y a du cas par cas à faire. Mais donc ça, c'était une problématique déjà. Et il n'y avait pas forcément grand-chose qui se passait. Donc il y a des décisions dans les tribunaux qui étaient en train d'être faites. Et le 22 septembre, ça tombe comme ça, le ministère, communiqué de presse du ministère, les 9 écoles récupèrent un agrément provisoire d'1 an. Ok. C'est tombé un peu comme ça, sans trop prévenir. Et donc c'était un peu un tollé. Il y a pas mal de communiqués de presse des différentes instances qui sont tombées. À la FEDEO, on en a sorti un aussi. Et donc ce communiqué, il disait en gros que ces écoles-là donc récupéraient un agrément provisoire d'1 an. C'était au cœur du truc quand il a fallu accueillir des nouveaux élèves. Comment ça s'est passé au niveau de l'école? Donc l'école a pu avoir un peu de place en plus, c'est-à-dire pour tamponner, c'est ça? Est-ce que pour qui les écoles ont récupéré leur agrément, là, est-ce que certains élèves sont repartis ou pas, ou comment ça s'est passé? Pas réellement. En fait, on a courant septembre, lorsque les premières décisions sont tombées, on a un étudiant qui était là depuis 2-3 jours, à peine une semaine, qui est reparti. D'accord. Et un qui devait arriver, qui finalement n'est pas venu, qui est resté dans l'école. C'est des 5e années, et donc les 5e années, une école qui récupère un agrément pour 1 an, ils se disent Oui. voilà, j'ai plus qu'1 an à faire, autant retourner dans mon école. Et voilà, donc tous ceux qui avaient déjà commencé l'année depuis le début, donc il y en a 6 ou 8 en 5e année, eux ils sont restés. D'accord, ok. Et puis tous les autres sont restés. Tous ceux qu'on a recrutés dans l'été et puis qui sont Ça qui ont été fait acceptés. combien d'élèves à peu près qui sont arrivés? À peu près 25, je dirais, en tout. Sur toutes les promos? Peut-être le chiffre exact, mais je sais qu'il y en a 12 en 4e année, 8 en 5e, et puis 2-3 en P2 et en P3. Donc environ 25. Ouais. Ok, d'accord. C'est vrai que c'était un peu la folie du coup cet été à recevoir les dossiers, à avoir des. Alors moi j'ai pas eu des gens directement au téléphone, mais les étudiants, les parents paniquaient au téléphone. Allez, j'imagine bien. C'est vrai que c'était beaucoup de stress pour eux. Ouais. Et ça fera peut-être l'office d'une autre émission sur l'accueil justement de ces élèves, et puis de parler un peu de, même si les agréments ont pour but de rendre carré un peu tout ça, il y a quand même encore des grandes différences dans la manière de fonctionner des écoles. On poursuit le parcours. Ouais. Juste pour rebondir rapidement, après, aussi nous à Nantes par exemple, on n'était pas dans une trop mauvaise situation puisqu'on a eu une augmentation d'effectifs pour pouvoir tamponner les étudiants. Mais il y a des écoles qui, elles, ont renouvelé leur agrément mais ont eu des baisses d'effectifs et qui, dans le même temps, devaient accueillir des étudiants qui venaient d'autres écoles et qui, pour pouvoir accueillir des étudiants d'autres écoles, devaient virer des étudiants de leur propre école. Ah ouais?
Ouais, c'est arrivé. Et du coup, il y a des étudiants qui ont été un peu balancés à droite à gauche comme ça. C'est-à-dire dans que certaines des élèves qui étaient chez eux depuis un moment Ouais. et ils ont dû les virer. Ouais. Comment ils sont choisis Il y a Ouais, une non, mais- une école qui a perdu 100 en capacité. Quoi. Ouais. Ouais, Du coup, d'accord. elle aussi a fait un Énorme. référé parce D'accord. qu'elle ne voulait pas. Et voilà, il y a aussi cette problématique-là qui s'est posée, qu'il y a des étudiants qui étaient dans une formation, mais qui devaient aller à un autre endroit juste pour pouvoir accueillir des étudiants qui venaient Donc, d'une ils autre sont- formation qui, elle, avait fermé. Ils sont partis Qui en était Squid censé- Game pour les éliminer. Comment ça s'est passé 1, 2, Je 3 sais soleils. plus, bon, il y a eu des histoires aussi. Il y en a qui prenaient ceux qui étaient un peu les derniers de la promo, entre guillemets. Il y en a qui, normalement, Ouais. ils étaient censés privilégier le fait de ne pas faire rentrer les étudiants en première année. Du coup, il y a des écoles qui prenaient quand même des étudiants en première année parce que c'était engagé, etc. Enfin, bon, beaucoup de problématiques. Est-ce qu'il y a eu des élèves donc en D2 l'année dernière qui sont arrivés en juillet et Mm. qui ont eu leur diplôme au sein de l'école, mais qui ne peuvent pas pratiquer parce que l'école n'a pas l'agrément? Non, normalement, s'ils ont reçu leur diplôme avant que l'école perde l'agrément, donc avant le 1er septembre, c'était bon. Ok. Puis, Et puis là, ça l'école arrivera n'avait pas le droit cette d'ouvrir en septembre, mais elle avait le droit Ok. de terminer son année scolaire Ok. en cours. année. Personne n'est sur le tapis là. Normalement, ceux de l'année dernière, c'est c'est bon pour logique. eux, sauf s'ils ont redoublé. Ok. Normalement. Oui, ok. Ouais. Ouais. Mm. On revient fin septembre, le communiqué tombe. Et bon, bah, c'est bien marrant, il y a un communiqué qui est tombé, mais derrière, il faut quand même des textes de loi. Et donc, le communiqué, c'était le 22 septembre. Le 1er octobre, il y a un décret qui sort et qui modifie en fait le décret de 2014 qui encadrait l'agrément, en disant en gros que le ministère s'autorise à distribuer des agréments provisoires aux écoles, même si elles ne respectent pas les critères d'agrément. Dans la foulée, il y a un arrêté qui sort pour autoriser le décalage de la rentrée scolaire au 20 octobre, puisque les écoles qui étaient censées ne plus avoir d'agrément ne sont pas censées avoir fait Merdier leur cours. administratif. Purée. Sachant que, logiquement, les écoles qui ont perdu leur agrément, si elles ont donné des cours courant septembre alors qu'elles ne l'avaient pas, ils ne sont pas comptabilisés dans le décompte de la formation, donc elles doivent les rattraper à un moment, ces cours-là. Donc ça, c'est une problématique aussi. Et donc ce décret-là, il autorisait les écoles à faire des demandes d'agréments provisoires dans les 10 jours qui ont suivi, etc. Et au final, ces agréments-là sont tombés les 19 et 20 octobre. Donc vraiment, dernière minute. On regardait le journal officiel tous les jours. Et au final, donc, les écoles ont bien toutes récupéré leur agrément provisoire, sauf une, du coup, Atman, qui est à Sophia Antipolis, qui, elle, a préféré conserver son jugement pour le référé suspension pendant 1 an. Ce qui est plutôt malin, puisque les écoles qui, elles, ont récupéré un agrément par décret, dans cet agrément-là, il y a le 2e article du décret qui spécifie que les écoles ont jusqu'à fin janvier 2022, pour fournir une preuve comme quoi elles se sont mises en conformité sur certains points qui, là, sont précisés auprès du ministère de la Santé. Ce qui fait que, du coup, Atman, elle n'y est pas soumise, vu qu'elle n'a pas Elle a un peu de plus décret. temps. Elle a jusqu'à l'année prochaine, en fait. Ok. Et donc là, déjà, il y a quelque chose qui était intéressant avec ces décrets-là, c'est qu'ils publiaient clairement aussi les points, assez vaguement quand même, mais les points qui posaient problème, alors qu'il y a des écoles qui, des fois, disaient « Bah oui, mais nous, on nous a enlevé l'agrément parce qu'il manquait 1 mètre carré pour un étudiant, ou un truc dans le genre, ou des soucis administratifs. » Sachant que les décrets, c'est des dossiers qui sont purement déclaratifs, donc les écoles mettent quand même un peu ce qu'elles veulent dedans, même si, logiquement, elles mettent ce qu'il faut dedans. Enfin, si elle Mais, mettait tout ce qu'il faut dedans, normalement, il n'y aurait pas eu d'école qui. Logiquement. Mais bref, donc là, au moins, ça donne une idée aussi des problématiques qui sont remontées dans les écoles. Et en général, il n'y en avait pas qu'une seule, contrairement à ce que certaines disaient. Et donc, on arrive là, en octobre. Et ce qui était précisé aussi dans le communiqué du 22 septembre du ministère de la Santé, c'est qu'il y avait une mission de l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est en gros la police du ministère de la Santé, qui devait inspecter le cadre réglementaire de ces écoles, c'est bien précisé ces écoles-là, les 9, alors que certains voudraient qu'elles descendent dans à peu près toutes les écoles pour vérifier l'ensemble de la formation, ce qui s'entend aussi. Et donc pour étudier le cadre réglementaire de ces écoles, alors c'est une formulation assez spécifique quand même à lire. Accrochez-vous bien. Non, mais c'est étudier le cadre réglementaire de ces écoles, les conditions de délivrance des agréments, l'exercice professionnel, ainsi que la cible démographique de ces professionnels. Donc il y a eu beaucoup d'interprétations de cette phrase pour voir un peu ce que ça veut vraiment dire. Ouais.
Et sachant que là, aujourd'hui, donc là, on est le 10 novembre, c'est mon anniversaire. Ah ouais, joyeux anniversaire. Mais aujourd'hui, donc, cette mission, elle n'est pas encore lancée. Elle est en cours de création auprès du ministère, mais elle n'est pas encore lancée. Et nous, auprès de la FEDEO, on craint plusieurs choses par rapport à ça. C'est soit qu'elle rende des comptes beaucoup trop tard, et qu'au final, on se retrouve en été 2022 à revivre en été 2021 avec des écoles qui ferment, Ouais, du stress d'autres pour tout qui le monde, perdent, quoi. etc. Et au final, c'est le même même chose. problème, mais avec un été de décalage. Ou au contraire, qu'il y ait des choses qui se passent beaucoup trop tôt dans l'année et que les étudiants se retrouvent avec rien, mais en janvier, par exemple, ou Oui. en février, enfin en cours d'année, et qu'il n'y ait même pas la possibilité de se réorienter au dernier moment, Ah, comme c'est ça, c'était le ça cas aurait l'été dernier. au minimum une année perdue, quoi. Ouais. Pour les étudiants. Même une demi-année. Tu penses parce vraiment qu'après, qu'ils fermeraient des écoles en plein milieu d'année Bon, je pense pas, non, quand même, franchement. Mais Ça serait assez violent, ouais. si jamais ça devait se produire pour une raison X ou Y, que ce soit de la part du ministère ou par rapport à d'autres actions, je ne sais pas, eh ben, ce serait quand même une problématique aussi et il faudrait les gérer, ces étudiants-là. Sachant que dans tous les cas, de toute façon, si à un moment il y a des écoles qui doivent fermer, il y a des étudiants qui se retrouveront à la rue. Le but, c'est quand même, enfin, ce que nous on essaie de porter comme message et que beaucoup essayent quand même, je pense, de porter, c'est d'avoir des réductions qui sont plutôt échelonnées sur le temps Mm. pour essayer de tamponner et qu'il n'y ait pas encore une fois 2000 étudiants qui arrivent d'un coup et qu'il faut répartir à droite à gauche. Et enfin, ce truc d'échelonnage, ça risque d'être un peu technique. Ça veut dire que soit on fait une école par une école, puis comment on l'a choisi, ou alors on réduit les effectifs progressivement des écoles. Mais alors là, niveau de la gestion pour l'école, ouais, c'est ça. Dans tous les cas, c'est un petit peu compliqué de se dire qui est-ce qu'on fait diminuer, comment. Et puis, voilà, admettons que ces 9 écoles-là, finalement, en fait, elles soient complètement conformes. Bah, comment est-ce que ça se passe? Le nombre d'étudiants, il ne va pas diminuer comme ça. Une école, par exemple, il y a des locaux qui sont alloués. Bah, faut pouvoir payer le loyer. Et si c'est pour 2 fois moins d'étudiants, au final, c'est plus forcément rentable pour l'école, etc. Enfin, il y a des grosses problématiques qui se posent, quoi. Pour les étudiants, le stress et... ceux qui sont dans ces 9 écoles, j'imagine que... On parlait tout à l'heure de l'arrivée un peu tendu, en quoi. P2. Ceux qui sont arrivés ici, c'était dans un état... Il y en avait qui étaient encore en Airbnb transitoire, qui n'avaient pas d'appart. C'était compliqué. C'était en suspens, quoi. Ouais. Mais du coup, ça soulève pas mal de questions, tout ça. Déjà, il y a une question un peu de comment est-ce que la profession, sa formation, elle est considérée, parce que du coup, il y a des écoles qui l'ont confirmé, qui ont rouvert, qui ont refermé. Il y en a qui sont restées ouvertes alors qu'elles n'avaient pas le droit. Et au final, voilà, quelle reconnaissance il y a là-dedans. Les étudiants, eux, ils se retrouvent en cours de cursus, ils ont fait 3 ans, 4 ans d'études, ils n'ont rien du tout. Ils se retrouvent à n'avoir aucune passerelle. C'est le cas aussi pour les étudiants qui sont diplômés. Au final, pour faire un Master 2, pour faire un doctorat derrière, c'est plutôt compliqué parce qu'il n'y a pas de passerelle non plus. Et même, enfin, voilà, c'est des questions même d'ordre plus général sur ce système d'agrément. Est-ce qu'au final, dans le temps, c'est viable qu'il y ait un coup près qui tombe un peu tous les 5 ans avec des écoles qui ferment, d'autres qui ouvrent? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mode de fonctionnement qui serait possible? C'est un peu des questions qui se posent en ce moment et qui vont certainement se jouer là dans l'année à venir, en tout cas. Ok. Merci pour ce point fort complet. C'est précis. Il y a du niveau. Il y a un gros niveau. On sent que tu as bossé le dossier purée. Ah ouais, bah là, on était assez... Vous étiez au taquet. Ouais. Ok. On est pas mal là au niveau actu. Il y a 2-3 trucs que tu avais encore en stock, mais je pense qu'on peut les garder pour la prochaine fois. À moins que comme vous voulez. T'es bien lancé là. Allez, on peut faire un point assez rapide. On va dire peut-être un petit dernier point. Un petit dernier point sur l'aspect différence France et autres pays. Ouais. En fait, donc tout ça c'est quand même le système français qui est assez spécifique au final. Mais que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau du monde, au final, la législation qui encadre l'ostéopathie, elle est hyper disparate. La temporalité au niveau de la législation n'est pas du tout la même. Il y a des pays qui ont commencé à réguler dès les années 70. En France, c'était en 2002. Il y en a qui l'ont fait il y a 1-2 ans. Il y en a qui sont encore en train de le faire. Au niveau de la formation, là, donc il y a quand même pas mal de problématiques qui se posent actuellement, mais on a quand même une des formations les plus rigoureuses au monde au niveau de l'ostéopathie dans les professions qui sont hors profession de santé. Il y en a des fois où c'est inclus dans un cursus de médecine, par exemple, plus ou moins. On est le seul pays où toutes les fiches de cours sont décrites et noir sur blanc, etc. Ouais. Les décrets, eux, ils sont hyper bien faits quand même par rapport à ça, parce que les carnets de clinique, par exemple, les pages sont dans les décrets, au final, dans les annexes des décrets. Okay. Toutes les fiches de cours sont décrites, etc. Et donc, par rapport à d'autres pays où il me semble plus qu'en Europe, il y a des pays où le titre n'est plus protégé, par exemple. Mais il y a des pays où il y a encore des distinctions vraiment très nettes, très franches entre les différents praticiens d'ostéopathie, selon qu'ils soient professionnels de santé ou pas. Il y a des pays où où les ostéopathes n'ont pas forcément le droit de première intention.
où ils ont plein d'actes qui sont pas forcément autorisés, ou au contraire d'autres où il n'y a que les professionnels de santé qui pourraient être ostéopathes avec un certain nombre de compétences allouées. Donc au final, même s'il y a quand même des questions à se poser sur comment ça se passe en Europe, par exemple, la passerelle ostéopathe entre l'Europe et ailleurs est beaucoup plus simple que dans l'autre sens, par exemple. Donc voilà, même s'il y a des problématiques et des choses à régler chez nous, on a quand même une législation qui est carrée. On a eu des problématiques là récemment avec cette histoire d'agrément et de régulation de la profession, mais au moins ça n'a pas laissé non plus les gens indifférents. Donc il y a des choses qui se passent et des choses qui vont se passer, et je pense qu'on va quand même aller vers du mieux progressivement avec tout ça. D'autant plus qu'en termes de démographie, pour le coup, en Europe, d'un pays à l'autre, ça varie beaucoup, même au niveau du monde, mais en France, on a quand même le plus d'ostéopathes dans le monde. Toutes professions confondues, en prenant même professionnels de santé, on est entre 25 30 000 ostéopathes, ce qui est plus que toute l'Europe réunie quasiment. Donc voilà, il faut aussi voir cet aspect-là. Je vois, par exemple, en France, il me semble, il y a 2 audioprothésistes ostéopathes. Un bonjour à eux. Okay, Ouais. Mais voilà, après, il y a 17, 20 000 peut-être ostéopathes exclusifs pour le coup. Ouais. Donc on est quand même nombreux. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire pour encadrer tout ça et avoir quelque chose qui soit propre, carré, solide, qui tienne pour tout le monde, pour les praticiens, pour les patients, pour le monde de la santé, etc. On rebondira sur, voilà. les différences entre les différents pays, et quand on en a déjà parlé un peu avec l'équipe, de faire un thème sur aller bosser à l'étranger et comment ça se passe un peu plus à l'étranger, en faisant venir des gens ou en interviewant des gens qui ont bossé à l'étranger, justement. Parce que donc on arrive au terme de cette émission. Qui est passé beaucoup plus vite que je ne pensais. Et 3 heures de rush. Ouais, c'est ça. Le montage va être génial. Yes. Et j'en profite donc pour rappeler à tout le monde les trucs très classiques. Si ça vous a plu, partagez, likez, etc. Tous les trucs très très classiques, mais c'est important de le dire pour qu'il y ait plus de visibilité et que ça puisse toucher d'autres personnes intéressées éventuellement par cette émission. Mettre des commentaires pour quel thème vous voudriez voir abordé. Exactement, c'est ça. Je t'enlève les mots de la bouche. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est-à-dire n'hésitez pas à déjà de nous faire des retours sur l'émission pour qu'on sache qui vous a plu, pas plu, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on creuse un peu plus, et à évidemment parler des sujets que vous voudriez voir abordés. On a déjà partagé un genre de petite page qui permet de voter pour les sujets qui vous plaisent le plus et proposer de nouveaux sujets. Voilà. En fonction des retours qu'on aura, on essaiera de faire évoluer la formule pour qu'elle puisse apporter le plus à ceux qui l'écoutent et que ça soit toujours au plus près des besoins, des problématiques que vous rencontrez en tant qu'étudiant ostéopathe, jeune diplômé ou en pleine installation, par exemple. Je pense que tout le monde a survoté pour ça. L'installation en cabinet, ça sera un gros sujet qu'on essaiera d'aborder. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Je remercie encore toute l'équipe. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette 10 personnes émission. Voilà, et il y en a encore plus qui ont participé à droite et à gauche, une régie de ouf. Ouais. Merci encore une fois à l'école IDEO qui nous accueille. Et puis, je le souhaite, je vous dis à la prochaine. On va essayer de partir sur un rythme d'une émission par mois qu'on dispatchera sur des réseaux de manière différente en fonction de notre humeur. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Salut, bye.